Ah ouais, il peut rien t'arriver. Et des fois, enfin, je le raconte pas dans le livre, mais des fois, j'ai poussé la chose. Il y avait une fois où j'ai décidé, en fait, de dormir dans la rue. Ok. J'ai décidé de dormir dans la rue un soir, en hiver, pour voir ce que ça faisait. En disant, tu vois, si je dors dans la rue là, après, j'avais mon appartement, hein, tout allait bien, c'est pas que j'ai dit, si je dors dans la rue et que je vois les conditions qui sont difficiles à dormir dans la rue, en fait, un soir, j'aurais pas envie de revivre ça. Et j'aurais la dalle pour y aller. Tu viens de l'entendre, Steve Umponou fait tout pour honorer sa vie. Il quitte son pays natal, le Bénin, pour la France, dans l'espoir de devenir footballeur professionnel. Son rêve devient vite un cauchemar avec la découverte d'une maladie rare. Il se forge un caractère et fait preuve de résilience à multiples reprises. Découvre son parcours. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Une première question que je pose à toutes les personnes que je reçois, c'est comment va ton cœur ? Comment va mon cœur ? Mon cœur sentimentalement ou mon cœur de façon physiologique ? Les deux, comme tu le sens, spontanément. Très c'est quoi bien. Ouais. Ouais. J'ai pas beaucoup dormi là au moment où on enregistre, mais c'est pour la bonne cause. Ouais. C'était pour mon fils et comme je disais tout à l'heure à Lisa, je pense à ma femme qui a encore moins dormi que moi, mais ça va. J'ai de la chance d'avoir une famille en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je fais ce que je veux, ce que je kiffe, donc c'est cool. Je suis content. Et toi, comment ça va ? Moi, ça va très bien, merci. Très content de te recevoir et recevoir Lisa qui est avec nous, qui est la directrice com, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ok, super. Tu fais beaucoup de choses. Là, tu as sorti un livre. Je pense que ça va être le fil conducteur aussi. T'es quelqu'un à qui je me suis pas mal identifié par rapport à ton parcours. Moi, à côté, franchement, ça va. Mais non, mais t'as une histoire inspirante aussi. C'est cool et c'est ton histoire. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Voilà. Ouais. Et la question que j'aime bien poser juste après, c'est qui étais-tu quand tu étais jeune ? Je suis né au Bénin, donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest et je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin et donc du coup pour moi j'étais jeune jusqu'à 14 ans. C'est à partir de 14 ans quand je suis arrivé en France que je pense que j'ai gagné en maturité avec les différents parcours que j'ai eu, on en reparlera. Mais j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en lui, donc j'étais quelqu'un je le suis toujours handicapé, mais maintenant c'est ma force. Mais manque de confiance, mal dans sa peau, après très avec l'amour de mes parents, mais avec les camarades de classe, c'était pas ça, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis fier de la personne que je suis devenue, mais c'était pas gagné. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que déjà t'as grandi au Bénin. T'étais quand même un jeune qui vivait dans on va dire un certain confort. Ouais. Et qui était passionné de foot. Et toi, tu te prenais pas trop la tête sur le reste. En réalité, quand je comprends bien, quand j'essaie de lire un peu entre les lignes, toi, c'était le foot et rien d'autre. Tu kiffais ta jeunesse. Ouais. Et il y a quelques passages super intéressants que je vois dans le livre. C'est le moment où justement tu vas jouer au foot, tu gagnes un peu d'argent avec tes amis. Et en fait, la première chose que vous faites, c'est que vous économisez pour vous inscrire au tournoi de foot. Et à cet âge-là, on n'économise pas forcément, tu vois ce que je veux dire ? On est là, on est plus là à se dire, bon, je vais m'acheter des pains au chocolat ou des bonbons. Et quel état d'esprit t'avais à cet âge-là, en réalité, avec du recul ? En fait, comme tu dis, en fait, je suis né au Bénin. J'étais dans une famille aisée au Bénin, donc c'était ok. Ça a été moins le cas après quand je suis venu en France, parce que convertir les CFA en euros, c'était pas pareil. Mais en fait, j'étais dans un état d'esprit où, en fait, c'est la transmission, tu vois. Enfin, j'ai mon père qui, quand je suis né, ça a commencé à aller pour eux, mais faut savoir qu'avant, avec mes frères et sœurs, c'était très différent, c'était très compliqué. Mon père, il a marché pendant 3 jours du sud du Bénin vers la capitale. Ma mère, elle se nourrissait à 12 ans, elle était très tôt orpheline, donc elle se nourrissait dans les poubelles, donc c'était très très compliqué pour eux. Donc
j'ai grandi avec mes parents qui nous ont toujours dit faut se battre, faut donner 2 fois plus pour y arriver, etc. Et donc en fait j'ai vu l'ascension de mes parents et j'étais dans cet état d'esprit en disant ok bah là on a eu ça, bah, il nous faut plus, tu vois. Donc c'est vrai que très tôt oui on a cotisé pour pouvoir participer au tournoi et après le tournoi on aurait essayé de faire encore beaucoup plus. C'était très tôt en fait j'ai eu cette ambition en disant bah il faut c'est pas facile dans la vie, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et moi, ce que j'ai surtout retiré de ce premier passage-là, c'est que, en fait, il y a une grosse forme de solidarité. Pas que dans le foot, mais dans toute l'organisation. C'est-à-dire que, pas que les joueurs, mais même les spectateurs. Ce que je veux dire, c'est, t'as vous qui économisez pour acheter des ballons. Il y a, je crois que c'était un soudeur qui était avec vous, qui vous a fait des buts. Ouais. L'argent que vous aviez en plus, vous le gardiez au cas où il fallait racheter des balles, mais aussi si vous brisiez des fenêtres. Ouais. Et ça, c'est incroyable quand même à cet âge-là, d'avoir cette forme de compassion et de se dire, il n'y a pas que moi en fait, pour que on y arrive. Bah, c'est tout le monde, c'est l'ensemble des choses. Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Non, c'est l'éducation. C'est l'éducation que j'ai eue de mes parents. Vraiment, une fois de plus, tu sais que quand je te dis, mes parents, ils sont arrivés dans ce quartier, ils avaient rien. Vraiment, ils avaient rien du tout, tu vois. Et en fait, on a grandi dans un quartier très, très pauvre. Après, mes parents, ils ont eu de la chance de gagner bien leur vie et ils ont construit, une belle maison. Donc, en fait, depuis, moi, j'ai grandi, tu vois, quand j'avais la voisine qui était malade, ben, mon père, il avait une voiture, donc, du coup, il venait voir mon père, qui prenait la voiture, qui l'emmenait à l'hôpital, tu vois. Quand quelqu'un avait un problème, il venait voir mes parents. Enfin voilà, en fait, c'était d'entraide entre nous. Mes voisins, j'avais mon voisin d'en face et ma voisine d'à côté. Nous, on avait une voiture, pas eux. Donc en fait, on les ramenait. Ils venaient avec nous. On allait à l'école ensemble. Enfin voilà, il y a toujours eu cette entraide entre nous. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a grandi comme ça. C'était un quartier, mais c'était un peu notre village où chacun s'entraidait. Après, je pense que il y avait des choses aussi, pas que financières. Enfin, voilà, quand mes parents ils avaient besoin aussi après, c'est pas comme ici. Hein. Enfin, quand tu veux un lit, c'est le menuisier qui va te le faire. Tu vois, quand ils avaient besoin, ils appelaient le menuisier d'à côté qui venait le réparer aussi. Donc, on a grandi dans cet esprit d'entraide. Et je pense que c'est aussi pour ça que les enfants, on était comme ça et que il fallait qu'on s'entraide et qu'on ne fasse pas des dégâts, en tout cas, dans le quartier. Je trouve que ça a beaucoup forgé l'homme que tu es aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui en ressort à travers ton livre. Il y a aussi une chose super importante que j'ai vraiment kiffé. C'est dès la première ligne, tu dis que tu arrives en face d'un escalier et que tu vois ça comme quelque chose de très difficile à faire. Et je me suis rendu compte, ça m'a rappelé à quel point des choses banales pour quelqu'un peuvent être super difficiles pour d'autres personnes. Et pour moi, c'est la première fois que tu parles de manière inconsciente peut-être de gratitude. Mais oui, non, clairement, c'est vrai que, en fait, ce que je raconte dans les premières lignes, ça traduisait tous les cauchemars que j'ai eus pendant un bon moment, tu vois. Donc, même quand je suis sorti de l'hôpital, du centre de rééducation, les premières fois, je me réveillais en sursaut en disant, il y a un escalier, faut que je le monte. Ça va être difficile. Alors que non, ce n'était plus difficile à ce moment-là, mais ça traduit vraiment, la première fois, tu sais, quand tu fais de la rééducation, t'as une ligne droite, t'as des rampes, tu dois tenir pour pouvoir marcher. Et après, une fois que t'as réussi ça, on te dit le fameux test, c'est les escaliers. Ça paraît banal aux gens, mais s'appuyer sur ses jambes, une marche après une marche, c'est très difficile. Donc là, tu regardes et tu dis waouh, c'est compliqué, je vais pas y arriver. Et voilà, c'était un petit peu ce que je voulais traduire. Ça paraît banal, mais c'est très vrai. Ouais, c'est très vrai. Et ça me fait penser à une chose, c'est que c'est souvent ce qui arrive quand on procrastine. C'est qu'on voit tout le travail à faire et tout ce qu'il y a à accomplir. Alors que si on se concentre juste sur la première marche, on va se rendre compte que petit à petit, on va évoluer. Et quand on regarde derrière, on se dit que finalement, on l'a fait le travail. Exactement. Et ça, c'est intéressant pour tout, tu vois. J'imagine que le livre, l'idée de l'écrire, elle n'est pas venue tout de suite.
L'idée d'écrire quoi? Oui, l'idée d'écrire mon livre sous cette forme-là, non, pas tout de suite. Mais après, j'ai toujours voulu écrire, enfin, en tout cas transmettre un message. Pour moi, c'est après les gens ils me disent mais t'es jeune, t'as 36 ans, 36 ans c'est jeune pour écrire un livre. Non, je pense qu'à 20 ans, enfin c'est ton histoire qui fait. Enfin, je vais reprendre un peu Mbappé qui dit ne me parle pas d'âge, tu vois. C'est ton histoire qui fait que tu peux faire des choses. Et en fait, si j'avais ce plan où je voulais écrire le livre, où j'avais écrit une première version, et ensuite j'ai retravaillé ensuite quand j'ai retrouvé mon éditeur. Mais comme tu dis à juste titre, oui, ce premier passage, enfin voilà, je voulais plonger les personnes dans le vif du sujet en disant en fait c'est ça la vie. La vie c'est ouais, tu vois, c'est compliqué, mais tu vas y arriver. T'as les escaliers qui te pensent insurmontables, mais tu vas y arriver. En fait, donc du coup, tu fais des cauchemars, tu penses que c'est compliqué, mais à la fin de ta vie, t'es fier de toi parce que tu t'es donné les moyens en fait de sortir de ta zone de confort. Clairement. Et rien que pour ça, bravo, parce que c'est un truc de fou, vraiment. Donc, t'es passionné de sport. Tu te fais remarquer. Ton père au début ne veut pas que tu partes. Et il dit quelque chose, il dit non, c'est un travail, non, mon fils doit faire des études, c'est pas un délinquant. Oui. Et quand t'entends ça, comment tu réagis? Le daron. Je vois en fait quand tu me dis ça, j'entends encore la voix et dis ça, c'est un truc de délinquant ça. Je lui dis, dans ma tête, je lui dis c'est ta réalité. Ouais. Je lui dis c'est ta réalité, c'est pas la. Dans ta tête. Ouais, dans ma tête. Je peux pas répondre à mon père, tu vois. Dans ma tête, je lui dis c'est ta réalité, c'est pas la mienne. Donc moi je vais y arriver, je vais le faire. Donc en fait, j'essaie de discuter avec lui et je lui dis tu sais, t'as pris des risques en fait. T'es parti du village, ton grand-père était mon grand-père, son père était pêcheur. Son grand-père à lui aussi était pêcheur, ça a toujours été ça depuis des générations, et pourquoi toi t'es pas pêcheur? Et il m'a regardé un peu, je vois pas le rapport justement, c'est parce que j'ai pas eu la chance de faire des études et il faut que vous fassiez des études, donc du coup je lui dis c'est ta réalité, enfin moi j'ai un don, pourquoi tu me laisses pas faire? Je peux faire les deux en même temps, je peux faire des études et je peux jouer au football. Et à l'époque on répondait pas trop à mon père, tu vois, enfin mon père il m'a eu à 43 ans, enfin donc après il a commencé un peu à lâcher du lest, mais mes frères et sœurs c'était pas la même relation. Et en fait j'ai eu ma mère qui a beaucoup aidé dans ce parcours en disant mais écoute laisse-le faire. Enfin je veux dire nous on a réussi à faire ce qu'on voulait aussi, on s'est battu pour y arriver. Là, il a une chance. Ok, tu parles de délinquants, mais t'as des gens qui ont des éducations, t'as des gens qui vont faire des études, et justement, il faudrait s'assurer qu'ils fassent des études pour pouvoir y arriver. Super, surtout que vous y arrivez à le convaincre, ta mère et toi. Ouais. Je rappelle que tu es issu d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Donc, t'es le 9e. Ouais. Donc, ton père accepte. Tu te retrouves à Auxerre. Ouais. Au centre de formation. À ce moment-là, tu as 14 ans, c'est ça? Oui. Raconte-nous ça. C'est difficile. C'est difficile quand j'arrive. Enfin, je suis excité quand j'arrive parce que ça n'a pas été facile déjà de convaincre mon père de pouvoir venir. Finalement, ils arrivent à le convaincre. Déjà, ça, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. Après, j'arrive, on est plusieurs. Voilà, il y a des gens qui viennent du Maroc, t'as des gens qui viennent d'autres pays d'Afrique, et t'as des gens qui viennent d'autres pays, d'autres régions de la France. Donc en fait, il y a un gros melting pot. Et premièrement, la chose qu'ils remarquent, c'est mon accent, tu vois. Donc première difficulté où ils se disent toi c'est marrant, tu parles pas comme tout le monde. Je dis et tout de suite avec le recul, je me dis si j'avais une force de caractère quand même. Je dis en fait toi aussi tu parles pas comme tout le monde. T'as ton accent à toi, moi j'ai mon accent à moi. On a des accents différents, mais donc oui, enfin c'est première difficulté. Et là où je me retrouve aussi, c'est que après quand les gens me disent ça n'a pas été difficile, t'avais pas tes parents avec toi. Je le dis dans le livre, en fait, j'ai mes frères et sœurs qui partaient après le bac en France pour pouvoir faire leurs études. Donc pour moi, c'était juste que j'étais un peu plus précoce et que je partais un peu avant tout le monde. Donc si mes parents me manquaient, oui. Mais c'était plus... je suis venu pour faire quelque chose de ma vie. Donc
donc je suis là pour réaliser ce que je dois faire, en fait, tu vois. Et en fait, on a toujours été éduqués comme ça en disant, tiens, tu vas faire des études pour y arriver. Et moi, c'est, tu vas apprendre à jouer encore mieux au football pour pouvoir y arriver. Donc, c'était pour ma carrière, pour mon futur. Tu savais que c'était pour ton bien, coûte que coûte. Ouais. Et ça se passe super bien, donc tu découvres des beaux terrains, des terrains super grands. Immenses. Immenses, tu vois. Ouais. En plus de la vraie pelouse. Ouais. Même nous, au quartier, on n'a pas forcément ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Des tapis et tout. Donc tu kiffes, tu vois que tu performes. Ouais. Arrive le moment où il y a des recruteurs qui arrivent, c'est ça? C'est ça. Donc tu te concentres. Donc toi-même, tu te mets une pression déjà. Dans le sens où t'es pas venu ici pour rigoler, t'es pas en compte sur toi, donc tu te mets une pression, ce qui te permet de faire un bon match. Et puis il arrive le moment fatidique. Exactement. Je me fais tacler salement. Je tombe sur ma hanche. Elle se brise. Enfin, en tout cas, c'est le début de ma vie, je vais dire. C'est ma deuxième vie qui a commencé à ce moment-là où je me retrouve. Avec un bruit sourd, je lève les yeux, mais j'ouvre les yeux, mais je ne peux plus marcher. Et au début, on pensait que c'était question de temps, et après il y a un chemin de croix qui s'ensuit. Enfin, je vais voir tous les médecins. Déjà les internes, ils disent que c'est grave. Enfin, faudrait aller voir des gens un peu plus spécialisés. Donc on fait les tests à Auxerre, on revient à Paris, et jusqu'à ce que à la Pitié-Salpêtrière, on dise à mon père, votre fils il marchera plus jamais de sa vie. Et là, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, tu vois. Tu te dis que t'es venu pour vivre ton rêve. Enfin, non seulement tu peux pas vivre ton rêve, mais en plus il y a un malheur qui s'abat sur toi. Très compliqué. J'imagine. Et donc c'est la première fois que tu subis une grosse défaite, une grosse épreuve. Tout s'écroule. J'ai pas trop envie de rentrer dans le détail parce que tout est bien détaillé dans le livre et je préfère laisser aux gens prendre le temps de le lire. Mais pour moi, ça a été un des moments forts et le moment le plus fort pour moi, c'est le moment où t'es en train dans centre de rééducation et ça fait un moment que le kiné est avec toi et il fait tout pour que ça aille mieux parce que lui il croit en toi. Et tu dis quelque chose de fou pour moi, c'est mon mental d'acier s'est forgé avec cette épreuve. Ma deuxième prothèse de hanche, parce qu'il faut savoir que tu t'es refait opérer, ma deuxième prothèse de hanche en titane incarne le socle indestructible d'une combativité qui me quittera plus jamais. Désormais, tout est possible pour moi. Mais à quel moment il y a ce switch qui arrive comme ça où tu dis c'est bon, je suis capable de tout? Au début, on te dit que tu vas pas y arriver. T'as ton père, ta mère qui croient en toi, t'as ta famille qui croit en toi, donc tu commences à croire en toi. Quand tu vas en centre de rééducation, pareil, on te dit que tu y arriveras pas. Donc, bien sûr, même si t'as ta famille qui te dit ça, t'as quand même un doute en disant est-ce que je vais vraiment y arriver? Enfin, parce que les gens me demandent, mais t'as jamais douté? Si, il y a eu des doutes à des moments, tu vois. Mais quand tu fais tout, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une collègue qui était là, quand tu fais tout et que le kiné, tu vois, quand tu fais tout et que ça commence à aller, et boum, t'as un nouveau revers, il faut repartir de zéro. Moi, dans ma tête, je me disais, écoute, j'ai réussi à le faire une fois. Après, c'est clair que ça s'est pas passé correctement jusqu'au bout et que j'ai une deuxième opération, donc une deuxième prothèse. Mais je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est bon. Enfin, je suis peut-être fou dans ma tête. Je me dis, c'est bon, en fait, j'ai deux prothèses. Enfin, les deux, c'est pareil, en fait. Maintenant, il n'y a plus une autre prothèse qui va se briser. Faut savoir que la spondylarthrite ankylosante, enfin, le gène HLA-B27, ça provoque la spondylarthrite ankylosante, donc ça touche les hanches, ou la colonne vertébrale, ou les deux. Donc, ce que je me disais, c'est qu'au pire, ça va toucher ma colonne vertébrale, et ils vont trouver une solution. Donc là, tu te dis, écoute, je me donne les moyens d'y arriver parce que j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive et je sais pas. Je me mets dans un mindset, dans un mental en disant, ok, là c'est bon, là. Enfin là on repart avec les deux à 100% de chance. Allons-y.
Donc c'est le moment où tu avais, comme on le disait tout à l'heure avant de lancer le podcast, c'est un des moments où tu avais vraiment le dos au mur en fait. Ouais. Et donc tu t'es dit bon bah j'ai touché le fond, finalement bah je peux rien faire d'autre que d'avancer. Ouais. Et c'est fou parce que il suffit de un petit résultat pour donner de l'espoir. Et c'est ça qui est important, c'est les petites victoires. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Et ça a été un des moments les plus marquants pour moi dans le livre, tu vois, qui m'a beaucoup marqué et sur lequel je me suis beaucoup identifié aussi. Ok. Toi, c'est ce qui en ressort du livre, c'est que d'une manière ou d'une autre, t'en fais qu'à ta tête. C'est fou quand même. Et t'arrives toujours à t'en sortir. Et d'où ça vient ça? Une bonne étoile. T'as une bonne étoile. Je crois vraiment que j'ai une bonne étoile. Après, t'y crois pas, mais à chaque fois, je dis, tu sais, mon premier prénom, c'est Seignois. Seignois, ça veut dire chanceux en béninois. Tu vois, enfin, dans une dialecte de mon pays. Et moi, je dis que ton prénom, ça t'accompagne toujours. Donc, en fait, après, c'est ton prénom, ou en tout cas, c'est ce que tu crois. Quand tu crois que t'as une bonne étoile, je pense que t'attires le positif. Quand tu penses que t'es maudit, t'attires le négatif. Et moi, c'est que dans ma tête, déjà, ça part de ce travail avec mon père. Et ma mère qui me dit, en fait, on t'appelait, en fait, oui, on t'appelle Steve, mais en fait, avant, c'est Seignois. Et Seignois, t'es chanceux d'être là. Quand je suis né, j'avais le cordon ombilical qui était enroulé autour de mon cou, déjà avant que je naisse, et ils ont réussi au Bénin, hein. Je te dis ça, au Bénin, dans les années 80, c'est pas facile de faire ça. Ils ont réussi à tout enlever. J'ai mis du temps avant de pleurer, donc, ils ont eu peur, donc ils ont réussi à l'enlever. Donc je pense que déjà dans ma tête, je dis en fait, j'aurais pu mourir depuis tout petit. Je suis différent des autres enfants parce que je marchais d'une façon un peu plus saccadée. Avec mes camarades de classe, c'était difficile, ils m'insultaient. Enfin voilà, c'était pas facile. Et donc je vais pas me laisser faire. Ouais. La première fois, tu sors ta tête. La première bouffée d'air que tu prends, elle est déjà compliquée. Ouais, c'est compliqué. Ah ouais. Et donc je me dis en fait je vais pas me prendre la tête et je dis ce que je pense en fait et je ne me laisse pas faire. Après c'est clair, et ce que je dis dans le livre, et peut-être qu'on en parlera, il y a eu pas mal de difficultés, il y a eu pas mal de choses que j'ai faites sur des coups de tête. Et que comme tu dis, je sais pas comment tu as utilisé le mot, mais je me laisse pas faire. Je l'ai fait. Je dis pas forcément aux gens de faire comme j'ai fait. Mais en tout cas, la seule chose que je dis, oui, c'est ne vous laissez pas faire. Prenez votre place. Personne ne va vous la donner. Et justement, tu réalises à l'Euro 2000, tu es à l'hôpital. Ouais. Et là, tu es en train de faire le deuil. C'est ce que je comprends. Moi. Ouais, tu dis, c'est bon, le foot, c'est mort. C'est mort. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tu décides de faire quoi? En fait, entre-temps, j'ai ma mère qui me ramène un magazine, donc du coup, qui parle de Saint-Laurent, et donc du coup, je me dis, si c'est pas le foot, ça sera la mode. Et dans ce magazine, je découvre Yves Saint-Laurent, qui est le premier à faire défiler une égérie noire, Rebecca Yoko. Je savais pas que j'étais noir, moi, déjà, avant de venir en France, et à l'époque, fallait avoir les couilles pour faire ça, tu vois. Et je me dis, ok, ouais, go. Enfin, je veux dire, je vais être le Saint-Laurent noir. Je vais être bon dans ce domaine-là. Écoute, ça n'a pas été le foot, mais voilà, en fait, je me prends de passion pour ça. Et ça naît aussi de quand j'étais un peu plus jeune, où je prenais les chutes de tissu que ma mère utilisait pour coudre les habits des personnes, et je faisais des habits pour les poupées de mes sœurs. Donc là, il y a cette passion qui revient. Je me dis, écoute. Mon père, il voulait pas que je fasse ça. Finalement, ça me rattrape. Allez, ça sera la mode. Je t'en prie. Ce sera la mode. C'est marrant. Il y a toujours ce côté, tu sais, un peu où tu te confrontes à ton paternel et tout pour lui montrer que tu veux faire, tu fais ce que tu as envie de faire, et qu'il a pas forcément entre guillemets son mot à dire. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent chez n'importe quel être humain, en fait, tu vois. Ouais. Et donc tu décides de rentrer en études par rapport à ça. Tu restes en France, et là il y a un changement de décor. T'arrives à Évry. Ouais. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe un peu à Évry? C'est le ghetto. C'est la première fois que tu vois le ghetto? Ah ouais, je connaissais pas, moi. Ouais.
Moi, je connaissais pas. Je dis aux gens, en fait, je viens du Bénin. Donc, le Bénin, c'est un petit pays. C'est un peu, enfin, c'est pas un village, mais c'est un tout petit pays. Les maisons les unes à côté des autres. T'as une voiture, un chauffeur, etc. Enfin, t'as un confort de vie, tu vois. Mais c'est comme ça en Afrique. T'as un confort de vie. Et moi je viens donc quand tu prends l'euro, tu divises par 600 et quelques, ça te fait un CFA, c'est pas le même train de vie. Donc moi je viens à Évry, je découvre, je suis aux Pyramides, je découvre un autre monde. C'est un monde que je connaissais pas, tu vois. Et donc il a fallu dans le quartier, il a fallu se faire sa place, parce qu'en plus la difficulté c'est que moi je viens avec mes codes. Je suis resté 2 ans protégé dans un centre de rééducation. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait pas trop sortir pour, même quand il neigeait, etc. Enfin, on ne pouvait pas sortir. Vraiment, tu restes enfermé dans le centre, tu vois. Donc, t'es un peu dans ta bulle. Donc, tu découvres le monde. Et quand tu découvres le monde, tes parents ne sont pas là. Tu commences à te faire des amis dans le quartier. Et c'est pas la même. En tout cas, t'as pas grandi comme ça. Donc, je voyais des gens qui se battaient pour vivre, pour survivre, même dans leur façon de parler. Moi, je suis resté avec mon accent du bled, tu vois. Même dans ma façon de parler, c'était pas la même chose. Il y avait des expressions qui disaient, je tiltais, je comprenais pas, tu vois. Parce que moi, on m'apprend le français d'une certaine façon au Bénin parce que c'était pas notre langue. Et donc oui, il y a eu pas mal de changements, mais c'était l'une des meilleures périodes de ma vie. Ouais, c'était l'une des meilleures périodes de ma vie parce qu'en fait, t'apprends la rue, t'apprends à te défendre, et je pense que c'est ça qui fait la personnalité aussi que je suis aujourd'hui, tu vois, c'est que j'ai eu ces études dans une bonne école. Après, je suis rentré dans le quartier où c'était un peu plus compliqué aussi, mais il y avait les mêmes valeurs. Ouais. C'était l'entraide, la solidarité. Bien sûr. Et tu te confrontes en même temps, donc tu vis à Évry, dans le quartier, mais tu vas dans une grande école. Oui. Et paradoxalement, t'arrives, le premier jour, on te dit, vous êtes l'élite de la nation. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, mes parents, mon père, il a toujours dit, moi, je me suis promis une chose dans la vie, peut-être que quand je partirai, je ne vous laisserai pas d'argent, pas de matériel, rien. Mais je vais tout mettre dans votre éducation parce que en étant éduqué, vous allez réussir. Donc il dit quoi que ça me coûte, moi je mettrai tout dans votre éducation parce que moi j'ai pas eu la chance de faire des études. Et donc quand je rentre, on dit vous êtes l'élite de la nation, c'est un contraste. Ouais. D'une part, j'ai envie d'y croire. Ouais. On n'est pas beaucoup de Noirs, on n'est pas beaucoup d'immigrés en fait qui sommes là. Donc en fait, il y a ce contraste en disant j'ai de la chance de faire partie de ce microcosme, mais ça sera pas facile. Ouais. En fait, je te pose cette question parce que j'ai interviewé Raja et elle était à Sciences Po et pareil, le premier jour on lui dit la même chose. Et c'est marrant parce que vous avez quand même la même réponse. Vous connaissez pas du tout, mais vous avez la même réponse. C'est que ok, ça vous touche un peu le fait qu'on vous dise ça, mais d'un autre côté, vous vous sentez pas forcément concerné. Et je trouve ça fou parce que, en fait, qu'on nous dise des choses ou pas, on a toujours cette espèce de manque de confiance en nous qui nous dit ouais, mais non, mais ça c'est pas fait pour nous. Ouais. Nous, on est toujours exclus d'une manière ou d'une autre. Exactement. C'est fou quand même. Oui, surtout qu'en fait, moi, depuis tout petit, mes parents me disent, t'es noir, t'es handicapé. Ça sera ça sera très, très difficile pour toi. Donc, il faut que tu te bases beaucoup plus que les autres, tu vois. Et quand tu rentres après, quand je rentre à Évry, en fait, on a 2 chambres, un salon. Et mes parents, ils faisaient des allers-retours. J'ai ma sœur, mon frère. Bref, à un moment, tu te retrouves, vous dormez à 7, 8 dans le même truc. Tu vas chez des camarades de classe pour étudier, ils habitent dans des quartiers, t'as jamais vu ça de ta vie. Ouais. Tu vois, à l'époque, comment t'appelles ça? Le rez-de-chaussée, quand tu rentres, c'est du marbre. Ouais, c'est du marbre, tu veux même dormir là, tu vois. Il y a des moulures au plafond. Ouais, toi, tu serais content de dormir là, tu vois. Et, tu vois, en fait, le mec, il a sa chambre, mais sa chambre, c'est ton appart, tu vois, et donc du coup t'as toujours ce contraste. Après quand je rentre dans le quartier et je vais chez d'autres potes, pareil, c'est un peu le même délire ou peut-être même pire que moi, qui n'ont pas la chance de faire des études et qui doivent se battre à côté. Donc du coup je suis toujours dans ce contraste, tu vois, en disant t'as un contraste permanent.
Et je pense que c'est aussi ça ma vie aujourd'hui, c'est que avec les réseaux sociaux, avec etc., je peux me retrouver dans des endroits incroyables. Ouais. Après, je rentre au Bénin, dans le village de mes grands-parents, c'est autre chose. Mais moi, je trouve ça, pour moi, c'est une force. C'est une vraie force. Et je pense aussi que ça aide beaucoup à développer la créativité et la capacité d'adaptation aussi. Parce que tu vis dans plusieurs environnements très différents. Ouais. Et ce qui te permet vraiment d'être beaucoup plus, je dirais, agile, voire vif. Ouais, c'est clair. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que tu l'as vécu dans ton travail. Donc, une fois que tu sors diplômé de ton école, donc tu intègres un... On peut pas le dire. Non, je vais pas dire. Juste un joyeux de luxe. Ouais. Je vais pas dire, t'inquiète pas. Et pour toi, c'est la première expérience en tant que professionnel, en tout cas dans le monde du travail. Donc, comment ça se passe ? Déjà, je suis hyper content parce que, rentrer dans cette maison-là, pour moi, c'était un truc de dingue. Tu vois, la plupart qui rentrent, ils sont pistonnés, mais en tout cas, ils se battent pour pouvoir le faire. Donc déjà, moi, depuis tout petit, les gens me disent, mais en fait, t'as réussi à rentrer dans toutes ces maisons. Comment t'as fait ? T'as réussi à évoluer ? Ce que je leur dis dans un premier temps, peu importe le domaine, quand tu veux être le meilleur, il faut que tu t'entoures des meilleurs. Quand tu veux être le meilleur, il faut que tu prennes le meilleur pour qu'il t'explique comment faire pour être le meilleur. Ça, c'est ce que je dis. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai appris tous les codes de cette entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que j'avais un entretien. Donc, en fait, j'ai arrêté toute activité et pendant un moment, je me suis concentré en disant, okay, quel est l'ADN de la maison? Comment ils s'habillent? Quelles sont leurs couleurs? J'ai été lire les rapports fiscaux. Donc, combien en chiffre d'affaires, en bénéfices. Donc, du coup, en entretien, je glissais des trucs. Mais j'ai vraiment tout étudié sur l'entreprise. Et aussi, la personne qui me recrutait, j'ai été stalké, tu vois. J'ai été regarder un petit peu ses centres d'intérêt, etc. Donc, je suis arrivé et j'ai réussi ces entretiens-là. C'était pas par hasard. Et il y avait des personnes qui avaient le profil beaucoup plus compétent. Ouais, compétent et même physiquement, guillemets, par rapport à les personnes qui étaient dans cette entreprise-là. Il y avait d'autres personnes qui avaient ce profil-là, mais c'est moi qui l'ai vu. Donc, en fait, quand je rentre, je suis hyper fier. Je suis hyper fier parce que c'était une entreprise qui me faisait rêver. Déjà, les locaux, ils sont magnifiques. Je suis dans le 8e arrondissement de Paris. Et c'est de la fierté. Ouais. C'est marrant. Ça me surprend que tu dis ça parce que dans le livre, tu dis, il me semble que c'est à ce passage-là, tu dis, je sais pas trop pourquoi j'ai été pris, je considère que j'ai de la chance. Et là, je suis content de t'entendre dire que c'est une fierté et que t'es content parce que en réalité, tu le mérites clairement. Parce que si t'as été pris, c'est que tu le mérites. En fait, c'est que je dis ça parce qu'à l'époque, je manquais de confiance en moi. Donc, je passe les entretiens, même si je fais tout ça, c'est avec le recul avec le temps, les gens me demandent, mais en fait, comment t'as fait pour être là? Et quand je me pose et je vois tout ce que j'ai fait, ce n'était pas de la chance, en fait. Mais après, j'ai de la chance parce qu'ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. Parce que clairement, d'autres personnes étaient aussi compétentes que moi. D'autres personnes avaient vraiment réussi ça. Si, il y a un petit peu une part de chance pour pouvoir être là. C'est que peut-être que, ils voulaient mettre un noir, peut-être, je sais pas. Mais il y a une petite part de chance. Je réussis les épreuves, mais une petite part de chance quand même. Mais je suis fier d'y être parce que, même si après ça se passe comme ça se passe, mais dans un premier temps, je réussis un objectif, je sors et quand je rentre dans cette entreprise, je suis hyper bien payé pour un premier job. Donc aussi mes parents ils sont fiers de dire que que pour eux leur fils il avait déjà réussi, tu vois. Même si pour moi c'était une étape. Alors c'est une période, je sais pas combien de temps elle a duré. Un an. Je veux dire la période professionnelle comme ça, elle a duré un peu plus, elle a duré quoi, au moins 5 entre Ma 5 et carrière professionnelle, 10 ans. 10 ans. Ouais. Ta carrière professionnelle, c'est des hauts, vraiment hauts, et c'est des bas, vraiment bas. Ouais. Et tu fais que ça, tu jongles entre plusieurs entreprises de luxe, magasins de luxe, plusieurs équipes différentes. Parfois, tu es challengé et on te donne la chance de partir de zéro, mais de construire vraiment quelque chose de concret. Tu y arrives. Et puis ensuite, quand on te propose une opportunité pour aller ailleurs, tu vas ailleurs, mais tu te rends compte qu'il y a d'anciennes personnes qui t'ont tiré vers le bas, qui ont tout fait pour clairement te dégager. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais tu te dis, attends, j'ai construit tout ça pour au final retrouver les mêmes personnes qui m'ont méprisé et qui m'ont dégagé.
À ce moment-là, tu dis vraiment que ça te touche et que profondément, émotionnellement, il me semble que tu sors et tu fonds en larmes. Ça, c'est quand tu te fais virer. Ouais. Comment ça se passe dans ta tête avec du recul, hein, quand tu oscilles comme ça, donc un coup tu vas super haut et ensuite tu descends complètement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand tu descends, tu dis j'ai pas de chance. Vraiment, tu te dis ça dans ta tête. Mais avec le recul, c'est une chance. Et c'est ce que je veux dire aux gens aujourd'hui. C'est pour ça que j'écris le livre. En fait, les gens qui vont se retrouver dans ces situations-là, c'est quand tu es au pied du mur que tu réussis des choses. Et toutes ces expériences. Et c'est pour ça que je te dis que, moi, j'ai une vie, j'ai une vie pas comme les autres, vraiment. Et c'est pas de la prétention quand je dis ça. J'ai une vie pas comme les autres. J'ai vécu des aventures. C'est incroyable. À un moment, tu te retrouves. À un moment, je sais qu'à un moment, je me retrouve. Je suis en classe affaires avec le PDG, donc du coup de Moët et Chandon. Et le mec, du coup, je me retrouve à côté de lui en classe affaires parce que j'avais une opération influence et on était là tous les deux. Donc du coup, en fait, on a 10 heures de vol. Donc, ok, il va dormir, il va lire, etc. Mais tu te retrouves pendant 2 heures à parler avec cette personne-là. Et c'est 2 heures où tu parles de lui, tu prends une claque. Le mec, c'est peut-être même 10 ans d'expérience qu'il te donne, tu vois. Il t'explique que lui aussi, il a eu des hauts et des bas, qu'il a connu ça, qu'il a mis ça en place, il a mis des stratégies pour son entreprise, pour l'entreprise qu'il dirigeait, et qu'il est monté les échelons aussi comme ça. Et après, il t'explique. Ce mec-là, quand tu le vois, c'est pas du tout, il a été remplacé depuis peu d'ailleurs par le fils de Bernard Arnault, je crois, je pense. Bref, quand tu vois sur le profil, c'est le bon français, vraiment, tu vois. Et il t'explique qu'en fait, il vient de province, c'était compliqué pour lui, et donc il t'explique des choses. Et donc, bref, je me suis inspiré de ces personnes-là. Et je te dis ça parce que tu te dis, j'ai pas de chance quand t'as ces downs. Et le fait de rencontrer ces personnes-là, j'étais toujours salarié. Je te dis ça parce que j'étais toujours salarié quand je l'avais rencontré. Je m'inspire d'autres personnes, tu vois. Je me suis inspiré des personnes, des difficultés. Et je me dis, en fait, quand t'es le pied au mur, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Rien. Donc, et pour moi, c'est ça la vie. La vie, c'est après à certains niveaux. À un moment, stop. T'évolues. Ouais, faut arrêter. Mais à certains niveaux, la vie, c'est des bas et c'est des hauts. En fait, donc, du coup, faut retrouver le bas pour pouvoir rebondir. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que peu importe. Aujourd'hui, j'ai de la chance de gagner ma vie, mais peu importe ce qui se passe, si demain j'ai une difficulté, je vais rebondir encore, il y a aucun souci, parce que j'ai tellement réussi à le faire plusieurs fois. Je me suis retrouvé, j'étais dans un bel appartement dans le 9e, je me suis retrouvé à un studio rue de la Santé en face de la prison, vraiment un petit truc où j'ai vendu mes meubles, j'ai vendu plusieurs choses pour être là. Donc je veux dire, quand tu as connu ces galères-là, il ne peut rien t'arriver. Ouais. Gros lâcher prise du coup. Ah ouais, il peut rien t'arriver. Et des fois, je le raconte pas dans le livre, mais des fois j'ai poussé la chose. Il y avait une fois où j'ai décidé en fait de dormir dans la rue. Ok. J'ai décidé de dormir dans la rue un soir en hiver pour voir ce que ça faisait. En disant, tu vois, si je dors dans la rue là, après j'avais mon appartement, tout allait bien. C'est pas que j'ai dit si je dors dans la rue et que je vois les conditions qui sont difficiles à dormir dans la rue en fait un soir. J'aurais pas envie de revivre ça. Ouais. Et j'aurais la dalle pour y aller. C'est fou. Et raconte-moi un petit peu en détail. Alors, quand t'as dormi ce soir-là dans la rue, comment ça s'est passé? C'était horrible. Ouais. Tu vois tous les... En fait, à l'époque, je travaillais dans une entreprise de maroquinerie. Donc, je travaillais dans cette entreprise. C'était vers la fin de mon expérience dans cette entreprise. Donc, je travaillais là-bas et il y avait une boutique rue de Rivoli. Donc, du coup, au printemps du Louvre. Et moi, je me suis dit, je vais dormir en face, parce qu'en fait, il y avait des clochards qui dormaient là. Je vais dormir en face là, et je vais voir ce que ça fait en fait d'être dans la rue. Je touche du bois, j'aimerais jamais être dans la rue de ma vie, mais je vais voir ce que ça fait comme expérience en fait. Et tu vois tout ce qui est mal, donc en fait, t'entends des bruits sales. Tu vois les gens qui passent, qui te regardent et qui te calculent pas. Donc bien entendu, j'ai fait en sorte quand même j'avais pas mon chapeau, je voulais pas qu'on me reconnaisse non plus, j'avais pas mes lunettes, mais bon, je suis rentré dans cet état d'esprit en disant mais voilà, je vais dormir dans la rue, je vais voir ce que ça va faire. Et l'expérience c'est que les gens ils passent à côté, ils te regardent pas, donc tu te sens comme moins que rien, vraiment. Même si je les appelais pas, mais ils te regardent vraiment pas, pour eux t'existes pas. Et le contraire c'est que quand j'ai mon chapeau, on me regarde, on me remarque.
Donc déjà, tu ressens ça. La deuxième chose, c'est que il fait très très froid. Même si tu prends, et puis je me suis dit, je vais faire l'hiver, tu vois. Même si tu prends toutes les couvertures que tu veux, il fait très 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 froid. T'arrives pas à dormir. Et tu vois je sais pas, c'est bizarre à dire, tu vois vraiment la nuit, c'est malsain. Je sais pas comment t'expliquer, mais T'es pas serein. Voilà. Parce que tout peut arriver. Exactement. Quand tu sors avec tes potes, etc., c'est différent, mais quand t'es tout seul, machin, c'est très malsain, tu vois. Donc oui, donc en fait, quand tu vois, après, moi, le lendemain, je me suis dit, ok, c'était intéressant comme expérience. Ouais. Mais jamais de la vie, je vais être là. Ok. Jamais de la vie, je vais avoir ça. Donc ça a marché, en fait. Oui, ça a marché. Mais moi, je suis peut-être pas normal, je suis toujours dans mon process de me reconstruire, d'être bien, de faire d'améliorer ma vie, de pouvoir y arriver, de te confronter aussi à ça. Ouais, de me confronter en fait, de sortir de ma zone de confort et en fait donc du coup tu vois, ça c'est des petits détails où si tu te dis en fait si tu arrives à faire ça, il peut rien t'arriver et c'est ce que les gens disent. Bien sûr, j'ai peur. J'ai peur comme tout le monde. Quand je lance un nouveau projet, j'ai peur. Je me dis, est-ce que ça va marcher ou pas? Quand j'ai quitté mon entreprise à l'époque, j'avais peur, en me disant, si ça marche pas, je ne retrouvais pas un poste avec ce salaire-là. Mais tu trouves les ressources, tu te bats pour y arriver. Incroyable. Waouh, merci pour le partage. Ça, je suppose que même le fait d'en parler, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Non. Et puis, là, je t'en parle à toi parce qu'on est en train de parler là. Je l'ai pas mis dans le livre. Je voulais pas le mettre parce que, tu sais, quand je racontais ça à mes amis, ils disaient, ouais, mais t'abuses, en fait. C'est pas bien par rapport à SDF de faire ça. Ou, t'as un peu un jugement, tu vois. On te dit, ouais, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les gens, ils comprennent pas. Ouais, ils comprennent pas, tu vois. Mais moi, j'étais dans la confrontation en disant, il faut que je fasse, faut que je me mette en danger pour voir ce que ça va faire. Et en fait, là où c'est puissant, c'est que c'est un outil très très puissant pour moi de faire ce genre d'expérience-là. Il y a aussi une autre expérience qui est un peu, entre guillemets, conseillée vraiment quand tu sais plus quoi faire, t'es plus motivé par des coachs. C'est d'aller dans un cimetière et de voir un trou vide et de rentrer dedans. Ouais. Tu l'as fait ça? Et je l'ai pas fait, non. Ouais. Tu l'as fait, toi? Non, je l'ai pas fait. En fait, j'ai entendu parler j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui l'a fait. En fait, moi, j'ai pas fait parce que je suis très superstitieux, tu vois. Pour moi, à partir du moment où la mort, ça me fait peur. Ok, je vois. Mais pourtant, c'est la seule chose où chaque être humain est ok avec ça. C'est sûr. On est sûr que ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Mais et c'est pour ça que je fais toutes ces expériences-là en disant, je fais un maximum en honorant ma vie, tu vois. Je me dis, la vie, c'est 100 ans. Si tu fais bien attention à ton alimentation, peu importe, en tout cas la vie, voilà. Mais c'est court en même temps, c'est long et c'est court et il faut s'honorer. Mais par contre, j'ai pas encore osé le pas. Je pense pas que je le ferai, mais. Est-ce que tu as déjà vu au moins la photo où tu vois le ciel quand t'es dans. Juste ça, déjà, ça te fait quelque chose. Moi, la première fois que j'ai vu cette photo-là, je me suis dit waouh. Et ça m'a remis un peu en question, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de radical, comme le fait de dormir dans la rue. Ouais. Mais je pense que ça forge clairement. Ah, mais c'est sûr. Et que c'est une force aussi d'accepter de le faire. Peut-être pas forcément en parler parce que tu vois, même tes proches ne pourront forcément pas comprendre. Mais si tu penses que tu as dû le faire et que tu devais passer par là pour franchir une certaine étape, moi je te dis bravo, franchement bravo. Moi je suis fan des gens qui osent des trucs comme ça, hein, vraiment. Ça peut paraître un peu space, mais on se sait, en vrai. C'est ça, tu vois. C'est clair. Et tu vois, en fait, le truc, c'est que, comme je disais aussi, à cette époque de ma vie, en fait, je vivais dans un confort. Je gagnais très bien ma vie. J'avais un bel appartement. J'avais du pouvoir. Faut arrêter, hein. Dans le luxe, j'étais le premier noir directeur, etc. J'avais beaucoup de pouvoir et j'avais la possibilité d'embaucher. Enfin, voilà, je dirigeais plusieurs personnes. Et en fait, c'est pas que t'as plus de challenge, mais tu dis c'est facile. Ouais. Et t'as besoin de difficultés, tu vois, parce qu'en fait, faut dire les choses aussi aux gens. Quand c'est trop facile, ça t'emmerde. Bien sûr. Quand c'est trop difficile, ça t'emmerde. Et donc du coup, et c'est pas parce que t'as de l'argent, etc., que t'es le plus heureux. En fait, t'as besoin d'un équilibre. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je cherchais aussi cet équilibre en disant, ok, est-ce que je serais plus heureux peut-être là si j'étais là? Non, ça aussi, je ne veux pas. Bref, c'était un combat avec moi-même. C'est fou ce que tu dis. Vraiment, c'est fou.
J'ai envie de te poser une question assez particulière. Avant ça, je vais t'en poser une autre. Dans une interview, tu dis que tu boites ou que tu sois gros ou peu importe, à partir du moment où tu as souffert de quelque chose et que tu transformes ça en point fort, tu t'accroches à ça. C'est ta mission pour ne pas abandonner, pour ne pas oublier pourquoi tu fais cette chose-là. Ça résume très bien ta vie. Et si je devais te demander si ta vie était une œuvre d'art, tu dirais quoi? Un chapeau noir. Ah, super. Très belle transition. Super belle transition. Il a apporté quoi dans ta vie, ce chapeau noir? Ce chapeau, il a transformé ma vie, en fait. J'ai décidé de transformer ma vie avec ce chapeau. Au début, je ne savais pas, mais ce chapeau, je suis rentré dans une boutique dans le Marais. En fait, il faut savoir que j'ai fait des cours j'avais des formations quand je travaillais dans le luxe de relooking, d'image, de marque. Et en fait, je voulais un chapeau qui allait porter l'attention sur la partie haute de mon corps plutôt que sur la partie basse, vu que je boite. Et en fait, quand je rentre dans la boutique, la dame me dit, ce chapeau, il changera ta vie. Au début, je la crois pas du tout, mais finalement, il s'avère que tu la méprises un peu? Ouais, un peu. Je regarde mon pote et je fais. Alors elle est prête à tout pour vendre. Malheureusement, je la juge, tu vois. Je dis n'importe quoi. D'où un chapeau, il va changer une vie. Ouais, t'as raison. Mais en fait, j'adore ce chapeau et donc du coup, je le porte et ce chapeau me donne une assurance. Il me donne une assurance de plusieurs façons. Mais déjà, le chapeau, dans la mode, c'est stylé, c'est beau, c'est élégant. Il y a des codes avec un chapeau. Tu enlèves le chapeau quand tu marches dans la rue. Les gens, ils enlèvent le chapeau. Vous saluez comme ça. Les gens, en fait, ça m'a rajouté un charisme. Les gens, ils sont venus, ils se disent, OK, je vais parler plutôt à cette personne-là plutôt qu'à une autre auprès de mes amis. Faut savoir que mes amis qui avaient des casquettes ou qui avaient pas de chapeau, etc., les gens, au restaurant ou quoi, les gens s'adressaient plutôt à moi qu'à eux. Et puis dans ma vie, ça a été ça aussi, tu vois. Le chapeau, il m'a donné une confiance. J'ai commencé à en parler sur Instagram. J'ai fait cette photo avec la tête baissée du chapeau qui a eu un buzz. Ensuite, ça a été repris par le Huffington Post, par plusieurs médias. Et quand le Huffington Post reprend ta photo, tu dis oui, je vais peut-être faire un truc là. Là, il y a peut-être un truc, tu vois. Et petit à petit, ce chapeau, il m'a donné une confiance en moi. Quand je mets mon chapeau, je suis et c'est intéressant. Tu sais quoi? C'est marrant ce dont on parle. Là, j'ai pas mon chapeau. Ouais. Et j'ai l'impression de, par rapport à toutes les interviews que j'ai faites, je suis en train de me livrer beaucoup plus à toi. C'est vrai? Je suis en train de te dire beaucoup plus de choses qu'avant. Je te jure. J'apprécie. Merci beaucoup, en tout cas. Et donc, tu vois, en fait, quand je mets mon chapeau, je suis dans un personnage. Et je suis invincible. Et là, je me suis un peu plus ouvert. Tu vois, je t'ai raconté des anecdotes, des trucs que je garde pour moi, que je disais pas d'habitude. C'est marrant, hein? C'est fou. Merci déjà. Ça plaisir, me touche, vraiment, ça me fait plaisir. Et après, on sent la sincérité, je pense, l'un envers l'autre, qui fait que on est dans un environnement très serein. Et ça aussi, ça joue. Parce que ton travail, faut dire ce qui est, c'était pas un environnement serein. Non. Et ce que je comprends, moi, c'est que ce chapeau-là, il a aussi servi à te forger peut-être pas carapace, mais forger un caractère. Ah c'est clair. Et je reprends. J'ai toujours été vrai dans toutes les autres interviews, c'est pas ça le problème. Mais c'est clair que le chapeau, en fait, c'est que pour moi, en fait, je peux prendre toutes les balles, ça me traverse pas avec ce chapeau-là, tu vois. Et c'est ça, j'étais dans un environnement, je bosse dans le luxe. C'était pas un environnement sain, tu vois. Aujourd'hui, je ne retourne pas aller dans ce domaine-là. T'es jugé, comment tu t'habilles, ce que tu fais, etc. Après, t'as des personnes qui sont saines, mais le milieu, ça peut être malsain. Et donc, c'est vrai que oui, en fait, j'avais besoin de ce chapeau pour me forger cette carapace-là. Après, ça a évolué, ça fait beaucoup de choses. Et moi, je voulais un peu changer ces codes-là. C'est pour ça que j'ai créé ma marque de vêtements, tu vois, que je l'ai appelée Black Hats Paris, qui est en référence à mon chapeau noir, parce que ma communauté, je les appelle les Black Hats. J'ai commencé à me livrer, j'ai commencé à dire, écoute, ce chapeau, il a fait beaucoup de choses. Voilà les difficultés que j'ai eues, voilà les problèmes que j'ai, je me suis livré. Et je pense qu'en fait, quand t'es authentique, quand t'es vrai avec les personnes, en fait, les personnes, elles te suivent et ça ne peut que fonctionner, tu vois. Et donc, en fait, c'est fait depuis 2012 que j'ai ce chapeau et 8 ans après, j'écris un livre où je parle de ce chapeau. Mais je défends ça depuis tout petit depuis un moment. Et ce que je dis aussi aux personnes, c'est que peu importe, en fait, ce qui vous arrive dans la vie, si t'es gros, c'est une chance. Utilise ça. Parce qu'en fait,
quand t'es dans un état misérable où on te dit ouais t'es gros, t'es un porc, enfin toutes les insultes dégueulasses, horribles qu'on te dit, ça peut pas être pire. Donc prends ça comme une force en disant je vais me servir de ça, je vais y arriver. C'est le meilleur moment pour surprendre les gens parce que les gens ne s'attendent pas à ce que tu deviennes une autre version de toi-même. Et c'est le meilleur moment pour progresser aussi, tu vois. Exactement. T'as parlé d'authenticité et pour moi l'authenticité ça passe par des choses anodines parce que ce que tu dis pas c'est que le chapeau il t'a attiré, c'est comme s'il y avait une espèce de connexion entre toi et le chapeau, mais t'as quand même mis plus de 30 minutes pour décider de l'acheter, même ton pote il s'est impatienté, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu vois, ça montre à quel point quand on ressent qu'il va y avoir un changement par rapport à même des petites choses, ben ça nous fait peur. Ouais. Et parfois même moi ce que je trouve le plus triste, et c'est une chose dans laquelle je me reconnais parce que j'ai été dans ce cas-là, c'est que parfois on est dans sa zone de confort, même quand c'est vraiment pas quelque chose de bon pour nous. Tu vois, typiquement des problèmes de santé. Il y en a, ils abandonnent et ils se sentent bien dans leurs problèmes de santé. Ouais. Et des petites choses simples comme ça, qu'il ne faut surtout pas négliger, peuvent changer la vie de quelqu'un. C'est clair. C'est fou, hein? Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois, quand je t'ai demandé si ta vie était une œuvre d'art, tu m'as parlé du chapeau. Et moi, ça me fait penser au concept de... Je sais pas si tu connais Wabi Sabi ou Kintsugi. Non. Tu vois, c'est un art japonais où c'est un homme qui a créé ça. Alors, je me souviens plus de son prénom. Mais il réparait les bols, les tasses cassées, les objets cassés. Exact. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il redessinait un filet d'or là où c'était brisé. Et ça rendait la chose beaucoup plus beau. Et quelque part, ton parcours, c'est ça. C'est gentil. Tu vois. Et c'est pas fini. Parce que plus je lisais ton livre, et plus ça me faisait penser à un artiste que j'aime énormément qui s'appelle El Cid. Je sais pas si tu connais. Non, mais C'est un artiste franco-tunisien. Ok. Et en fait, il a toujours fait les deux choses que j'ai toujours aimé et voulu faire. C'est à la fois du graphe et à la fois de la calligraphie arabe. Ok. Et je vais te montrer une petite vidéo. Elle dure 10 minutes. Avec plaisir. Mais franchement, moi, à chaque fois que je la vois, elle m'émeut et elle est extraordinaire. Ok. That today reveal the profound message that we should all think about before we want to judge somebody. Anyone who wants to see the sunlight clearly need to wipe his eyes first. Thank you. C'est magnifique. Ouais. Alors, ça t'évoque quoi? Beaucoup de choses. C'est moi, je retiens l'expérience, tu vois. C'est l'expérience qu'il raconte et en fait, je pense que lui, sa mission, c'est d'aider des personnes de faire du bien. Et c'est ce que ça m'évoque en fait. C'est on voit les différences de culture, il s'intéresse à ça, il découvre. Mais tout le monde va dans le même sens et en fait c'est une preuve d'humanité ce que j'ai vu. C'est incroyable. Ouais. Et moi ce que j'aime parce que c'est vraiment l'une de mes œuvres préférées, c'est il a utilisé tous les bâtiments, petits, grands, à moitié cassés ou pas, pour construire quelque chose quand tu les relis. Et en fait ton parcours, mon parcours, le parcours de tout le monde en fait il se définit par ça, c'est construire sa vie par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Que tu te retrouves que tu l'interprètes dans quelque chose que tu pourrais mettre dans le pas de chance comme tu l'as dit au début, mais avec du recul tu te rends compte qu'en fait c'était de la chance et construire avec ça pour faire une œuvre d'art. Et en réalité ta vie, ton livre c'est ça, tu vois. C'est ça que ça m'a inspiré. C'est gentil. Avec plaisir. Je sais pas mais c'est gentil en tout cas franchement ça m'émeut que tu me compares à lui, c'est gentil. Bah, écoute, vous êtes des personnes inspirantes. Il faut partager ça, tu vois. Je voulais conclure cette expérience, cette vidéo par la fin d'un poème de Baudelaire, quand il dit « Oh, vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extraite la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » C'est ça. C'est gentil.
Non, mais j'aime bien cette citation. Je te l'enverrai, c'est Baudelaire qui dit ça. Ouais, et voilà, donc si tu connais les nègres marrons, ouais. Si tu devais faire le bilan. Si je devais faire le bilan de ma vie, ouais. Calmement, simplement. Exactement. Bah déjà, je dis que je suis. En fait, ce livre, c'est un témoignage. Au début, je l'ai écrit pour mon fils. C'est pour ça que j'ai dédicacé à Gabriel. Après, si j'ai d'autres enfants, ça sera aussi pour eux ou pour elle. Mais j'ai écrit pour mon fils pour que. Tu sais, j'ai passé 2 années en fauteuil roulant, c'était très difficile. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Tu parlais au début, tu sais que je faisais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses et j'essaie d'aider au maximum des personnes parce que Et là, je vais te redire encore un autre truc que j'ai pas dit. Le 22 février, j'ai rendez-vous avec un spécialiste pour ma prothèse. En fait, il faut savoir qu'une prothèse, ça dure 10 ans. Moi, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et il faut à un moment, il faut reprendre. J'appréhende un peu ce moment, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, ça fait 1 an que j'attendais ce rendez-vous-là. Et je me suis dit, en fait, si jamais je retourne en fauteuil roulant ou quoi, etc., il faut que je fasse un maximum de ma vie pour mon fils. Si jamais je n'arrive plus à remarcher ou que je sais pas, ça se passe mal demain, j'arrive plus à marcher, etc., il faut que je donne les clés pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse comprendre que, bien sûr, enfin, je sais que peu importe, je vais me battre et je vais y arriver. Mais en tout cas, peu importe, il faut que je lui donne les clés pour qu'il y arrive. Et c'est pour ça que j'écrivais ce livre aussi en disant, en fait, les personnes, je peux pas le garder que pour lui. Ça sera égoïste de garder que pour lui. Les personnes qui vont lire, il faut qu'ils s'inspirent pour pouvoir y arriver, tu vois. Et les gens me disent, c'est courageux de raconter tout ce que tu as vu. Tu te mets à nu quand même quand tu racontes pas mal d'étapes, etc. C'est vrai. Mais c'est mon histoire. Et si ça peut aider des gens en parlant de ma maladie, en parlant du chapeau, j'accompagne, je coach des personnes, je les aide. Donc si en racontant, ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui n'ont pas, me suivent pas, etc., ou qui connaissent pas mes activités, si en racontant une petite partie de ma vie, si ça peut les inspirer, ça peut les aider à aller beaucoup plus loin, en fait, j'aurais déjà réussi mon message. Donc en fait, d'une part, c'est pour mon fils. Après, c'est pas pour tout le monde, mais si j'ajuste, une personne, peu importe le passage, s'il y a un passage, un moment qui va inspirer, qui va parler à chaque personne ou à une personne pour que cette personne ait pu aller de l'avant et réussir, en fait, moi, j'ai réussi. Pourquoi j'ai écrit ce livre-là, tu vois? Et c'est ce que je recherchais à travers ce livre. C'était inspirer, au-delà d'inspirer, c'était donner de l'espoir et dire aux gens, moi, j'avais vraiment toutes les excuses pour ne pas réaliser mes rêves d'enfant. Vraiment, immigré handicapé, j'ai reçu une obligation de quitter le territoire français à un certain moment, donc j'aurais pu rentrer au bled. Il y a eu pas mal de choses et pourtant j'y suis arrivé et je vais faire encore de meilleures choses. Je te le souhaite. Merci. Et je t'envoie toute ma force. C'est gentil, mais toi aussi. Merci c'est sûr beaucoup. qu'on va y arriver. Il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Et voilà, il y a tellement d'étapes, tellement de bonnes choses qui arrivent et donc voilà, ne vous laissez pas abattre. Allez-y, foncez, bougez-vous, allez-y. Faut pas s'arrêter à une difficulté, au contraire. Il y a une citation je crois que c'est Marianne Williamson qui dit « Faites toujours ce qui vous effraie le plus ». Et en fait, elle dit ça parce que paradoxalement, ce qui nous effraie le plus, c'est ce qu'on a le plus envie de faire. Exactement, mais je suis totalement d'accord. Et moi, je rajoute aussi en disant challengez-vous chaque jour, et chaque jour quand vous vous levez, c'est une opportunité de réussir votre vie, c'est une opportunité de vivre vos rêves. On remet les compteurs à zéro, vous pouvez décider ce jour-là, et peu importe l'âge. Joe Biden a été le plus vieux président des États-Unis. Ouais. T'as Macron qui est le plus jeune président de la France. Enfin, je veux dire, t'as pas mal d'opportunités, t'as pas mal d'exemples, t'en as plusieurs. Chaque jour, c'est une opportunité pour y arriver. Clairement. C'est fou. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, sur mon site, donc du coup, stevesomponou.com, tu mettras le lien, je pense. Voilà, stevesomponou.com, il y a toutes les informations, donc du coup, sur mon actualité. Donc, je fais du coaching, je fais du consulting, pour des personnes qui veulent réussir malgré les difficultés. Donc, en fait, j'accompagne des personnes avec leurs projets, en tout cas, à lancer leur projet et à y arriver, que ce soit des personnes salariées. Donc, je parle de mon expérience pour les accompagner, que ce soit des personnes qui sont au chômage ou des étudiants.
ou aussi j'accompagne des personnes déjà qui ont lancé une entreprise, mais que ça décolle pas, donc on restructure, on retravaille pour y arriver. Et tu lances une formation, non? Une formation en ligne qui va arriver bientôt. Pas au moment, je pense, où tu publieras, mais il y a une formation sur laquelle on est en train de travailler. Ça prend beaucoup de temps, exactement. Voilà. Et voilà, on accompagne aussi les entreprises établies à développer leur communication digitale. Donc voilà, et surtout sur Instagram, je suis présent. Donc steves.ponou, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Moi, je suis content de lire, de voir, je sais pas ce que ça vous a inspiré, ce que ça vous donne. Et puis le livre, c'est présent aujourd'hui dans 2111 points de vente, donc Fnac, Amazon, chez votre petit libraire. C'est important de soutenir les petits libraires aussi. Donc c'est des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs, allez les voir, demander à commander aussi, voilà, ils peuvent le faire. Et voilà, un peu partout, quoi. Donc et les vêtements? Exactement. Donc les vêtements, donc du coup BHP, c'était blackhatsparis.com, BHP, où on vend les vêtements un petit peu voilà, en ligne où c'est disponible. Et après c'est disponible dans 40 points de vente, donc Japon, France, Bénin, Italie, Espagne, Maroc, Équateur, enfin bref, c'est disponible. Il y a tout sur le site blackhatsparis.com. Super. Écoute, merci encore une fois, c'était un plaisir. Écoute, merci beaucoup à toi, Oussama. J'ai passé un bon moment. J'espère que ça t'a plu et que, en tout cas, j'ai essayé de partager mon expérience et bravo pour ce que tu fais. En tout cas, j'espère que ça plaira aussi aux auditeurs. Et puis, j'ai envie de te dire à très vite. Ça marche, à très vite. Merci beaucoup. Salut. Eh ben, sacré parcours. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. D'habitude, je te fais un petit topo et je te dis les 3-4 choses que je retiens. Mais là, j'aimerais sincèrement et vraiment que ce soit toi qui me le dises. Tu peux me laisser un commentaire sur Instagram, Artisan d'Esprit. Sur mon site internet, tu peux m'envoyer un mail, artisandesprit.fr, ou tu peux aussi me laisser une note avec un petit 5 étoiles, ça ferait vraiment plaisir sur Apple Podcast. En tout cas, je te dis à bientôt et à très vite pour un prochain interview.